Je vais demander à ceux et celles qui déclarent ouverte cette séance, puisque le quorum étant atteint, je vais demander à ceux et celles qui ont des pouvoirs de bien vouloir les donner à la tribune et nous les signaler. Et je demande à notre collègue Alison Deveau de pouvoir, qui fait secrétaire de séance, de procéder à l'appel. Merci. Alvarez Martial. Amiel Agnès. Amselem Martine. Angeletti Laurence. Aria Julie donne pouvoir à Guérin Yannick. Bernasconi Sabine. Blin Cyril. Bonfillon Béatrice. Calais Marie-Pierre. Camard Sophie. Karadec Laure Agnès. Chabot Corinne. Collard Frédéric. D'Angio Sandrine. Decala Lionel. Di Giovanni Sylvain. Djambae Nouriati. Dossemont Judith. Dudiozer Cédric donne pouvoir à D'Angio Sandrine. Fro Gérard. Garino Audrey donne pouvoir à Giorgetti Magali. Gazé Gérard donne pouvoir à Milon Daniel. Jean Tiaglio Hélène donne pouvoir à Gérard Jacqui. Gérard Jacqui. Gali Samia. Ionetto Patrick. Giorgetti Magali. Goyer Vincent. Graillon Mandji. Granier Hervé. Garino Valérie. Guérin Yannick. Gibraïel Sébastien donne pouvoir à Kazanjan Azad. Julia Nicole. Kazanjan Azad. Crémeyer Anthony. Le 16 Éric. Limousin Lucien. Richard Maillet. Okay. Mercier Arnaud. Milon Daniel. Micheli Véronique. Maurène Yves. Ouanessian Yannick. Payan Benoît donne pouvoir à Crémeyer Anthony. Perrin Jean-Marc. Ponce Henri donne pouvoir à Karadec Laure Agnès. Preciosi Nora. Pustorino Marine. Réo Didier donne pouvoir à Decala Lionel. Rossi Denis. Rudy Sully Anne. Santelli Thierry. Sportiello Jodette donne pouvoir à Oanessian Yannick. Vassal Martine. Présent. 23 Amapola donne pouvoir à Maillé Richard et Yves Vidal. Merci. Alors, mesdames et messieurs, conseillers départementaux, mes chers collègues, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris hier la disparition soudaine de notre ami Olivier Fréjac. Olivier Fréjac, c'est le maire de Pérols. Conseiller métropolitain, il a été président du grand site Sainte-Victoire. C'était un homme passionné, qu'on connaissait bien, adorable, gentil, profondément engagé pour sa commune et ses habitants, très attaché à son château, son sacré château. Et depuis 2014, il avait œuvré sans relâche pour améliorer le quotidien de tous, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Il venait de se relever d'une mauvaise maladie, et puis un infarctus l'a emporté soudainement. Et c'est en ce moment de douleur, nos pensées vont bien sûr à sa famille. Hier, on était tous ensemble et c'était difficile. Certains d'entre vous étaient avec lui avant-hier et je sais que la peine est immense pour chacun et chacune.
On leur rendra hommage, bien sûr, la semaine prochaine, comme il se doit, mais je tenais à ce que nous fassions une minute de silence en sa mémoire. Merci. C'est dur parce que c'est injuste. Alors, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui en séance publique, une nouvelle séance publique. Mais avant de l'entamer, après l'hommage que nous avons fait à Olivier, bien sûr, je voulais souhaiter la bienvenue aux étudiantes et aux étudiants de l'Université française arménienne, l'UFAR, d'Erevan, qui sont ici, que nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir parmi nous. Merci aux organisateurs, merci à Simon Azilazian, merci à Sylvie Séropian, merci à Grégoire Minassian pour leur présence et pour nous avoir amené ces élèves. Je constate qu'il y a beaucoup de filles comme chaque année, mais quelques garçons, donc jeune homme, accrochez-vous, hein, ne vous laissez pas impressionner par toutes ces filles. En tout cas, votre venue témoigne aussi l'intérêt que vous portez aux institutions locales, à nos institutions locales, à la vie publique. Vous êtes là en stage, dans différentes entreprises, et nous aurons l'occasion de nous croiser régulièrement. Et c'est important pour nous de vous montrer et de vous expliquer ce que nous faisons au quotidien dans l'intérêt de nos territoires et dans l'intérêt de nos habitants. En tout cas, soyez les bienvenus et nous aurons l'occasion de nous recroiser durant votre stage. Alors, mes chers collègues, nous nous trouvons aujourd'hui dans un contexte national qui est marqué par des tensions qui sont des tensions croissantes, des tensions qu'elles soient au niveau sécuritaire, au niveau social, au niveau environnemental, au niveau économique. Alors, les faits divers nous rappellent malheureusement chaque jour que la montée de l'insécurité dans notre pays est loin d'être qu'un sentiment. Cette insécurité, elle touche nos quartiers, elle touche nos communes et elle impacte directement le quotidien de nos concitoyens. Les agressions, les violences, l'antisémitisme, le racisme sous toutes ses formes ne sont plus des exceptions, mais deviennent une triste normalité sur notre territoire, mais aussi dans la France entière. Nos forces de l'ordre sont sollicitées en permanence, souvent avec des moyens qui ne sont pas suffisants. Nos habitants expriment aujourd'hui une légitime inquiétude. Alors, face à cette réalité, nous ne pouvons plus faire que constater. Nous ne pouvons plus prendre que des demi-mesures. Donc, nous devons agir avec fermeté, avec détermination. Et nous ne devrons surtout pas rester impassibles. Le département est engagé depuis 2015 dans le domaine de la sécurité et nous continuerons à l'être pour bien sûr agir pour la protection de tous et de toutes. Le département œuvre pleinement pour renforcer la sécurité sur son territoire en soutenant bien sûr les forces de l'ordre, en développant des dispositifs de prévention, en aidant les communes à investir dans des équipements adaptés comme les caméras de vidéoprotection par exemple, mais aussi en construisant des gendarmeries, en investissant massivement dans des casernes de sapeurs-pompiers à travers la construction ou la reconstruction, ainsi que dans la mise à disposition de matériel de qualité. Nous devons agir avec fermeté et avec responsabilité. Et je continuerai à soutenir nos forces de l'ordre
parce que c'est une de mes priorités, et c'est même ma priorité en ce moment. Quand je parle d'insécurité, comment ne pas évoquer le problème de l'immigration irrégulière qui génère dans les centres-villes, et notamment dans le centre-ville de Marseille, d'importants actes de délinquance. Cette immigration se manifeste par une arrivée massive, notamment de mineurs non accompagnés, ce que nous appelons les MNA, entraînant une augmentation significative des dépenses de notre département, qui sont passées en 2015 de 8 millions d'euros, en 2017 à 23 millions d'euros et en 2024 à 66 millions d'euros. Alors vous le constatez, cette immigration incontrôlée pèse très lourdement sur nous, les départements qui sommes en première ligne pour gérer les conséquences de ces arrivées massives. Oui, ce sont les collectivités locales qui paient fort le prix de cette crise. Alors les dispositifs sont saturés, nos budgets sont sous pression, et l'État, encore une fois, reste spectateur de cette situation au lieu d'assumer ses responsabilités. La réalité, c'est ce que nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde. L'afflux massif de demandes d'asile social, de demandes d'aide sociale, qui est couplé au désengagement des services sociaux de l'État, notamment de la CAF, met en danger notre capacité à répondre aux besoins fondamentaux de nos concitoyens. Alors, d'un point de vue financier, bien sûr, la situation elle est toujours préoccupante. Les collectivités territoriales, qui sont pourtant le socle de l'action publique de proximité, se retrouvent étouffées par des décisions unilatérales de l'État qui non seulement se désengagent progressivement d'un côté et de l'autre nous imposent de nouvelles obligations sans aucune concertation. Et c'est un véritable paradoxe parce qu'on nous demande de faire plus avec moins de moyens. Or, nous savons bien que les départements jouent un rôle primordial dans le quotidien de nos habitants. Nous sommes les garants de la solidarité, de la proximité, que ce soit dans la gestion du RSA, que ce soit pour l'aide aux personnes âgées, que ce soit l'aide, le soutien aux personnes en situation de handicap, ou encore l'accompagnement des jeunes qui sont en difficulté. Nous portons aussi la responsabilité des infrastructures essentielles, comme je le disais tout à l'heure, les casernes de pompiers, mais les collèges, les routes, les réseaux numériques, autant d'équipements qui sont indispensables à la vitalité de nos territoires et surtout à l'égalité des chances. Mais comment répondre à l'ensemble de ces défis si nous sommes privés de nos ressources nécessaires? Face à tout cela, nous devons faire bloc et nous devons défendre notre rôle et nos valeurs avec détermination. Nous devons préserver nos services publics, nous devons assurer la protection de nos concitoyens et nous devons aussi garantir la solidarité territoriale. Alors nous avons des responsabilités, nous les assumons, et notre mission est très claire. C'est défendre nos territoires, c'est préserver notre modèle social et être surtout à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Alors mes chers collègues, les temps sont compliqués, sont difficiles. Nous aurons une séance publique où nous pourrons vous exprimer ce que nous faisons au quotidien. Je voulais vous remercier pour votre engagement. Je voulais vous remercier pour le travail que vous faites au quotidien dans chacune de vos délégations. Peut-être avez-vous un peu trop la tête dans le guidon. Il faudrait que vous exprimiez un petit peu plus en extérieur tout ce que vous faites, parce que ce que vous faites est indispensable au bien vivre ensemble, est indispensable au maintien de nos valeurs et est indispensable au développement de notre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur ces propos introductifs. J'ai également une pensée pour notre amie Hélène Gencé-Aglio, qui est toujours souffrante, qui pensait venir à notre séance aujourd'hui, et on lui souhaite un prompt rétablissement.
Et je voulais terminer en souhaitant la bienvenue à notre nouveau directeur général des services, M. Éric Taverny, qui est bien entendu à votre disposition pour que nous puissions faire avancer ensemble avec l'administration, que je remercie aussi pour son implication, parce que je le dis souvent, les élus insufflent une politique, mais derrière, s'il n'y a pas une administration de qualité, et nous en avons une au département des Bouches-du-Rhône, M. Taverny, donc c'est ensemble que nous ferons avancer nos territoires et que nous protégerons nos concitoyens. Merci. Alors, mes chers collègues, le procès-verbal de la séance publique du 13 décembre 2024 vous a été communiqué. Vous avez pu en faire, oui, des observations. Donc, Madame Camard, vous souhaitez prendre la parole sur ce procès-verbal? Non, je demandais la parole sur votre introduction. Alors, on va commencer à passer sur le procès-verbal. Est-ce que vous avez des oppositions? Je n'ai pas la parole. Attendez 2 secondes. Merci. Vous avez des oppositions? Pas d'opposition? Donc, le procès-verbal est adopté. On va passer, si ça ne vous dérange pas, Madame Camard, merci. Merci, Monsieur Renétian. Madame Camard, si ça ne vous dérange pas, on va commencer à avancer sur les rapports et après, bien entendu, je vous donnerai la parole. Alors, sur le rapport, Madame Micheli, numéro 1 à 4. Oui, bonjour à tous. 3 rapports pour la délégation des ressources humaines, le dernier sur l'administration générale. Donc rapidement, le rapport numéro 1 prévoit l'actualisation du périmètre des astreintes et des permanences pour se mettre en conformité avec les obligations du nouveau Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Il est proposé la mise en place d'une astreinte d'exploitation pour les week-ends et les jours fériés sur le site du port vieux de la Ciotat à compter du 1er avril 2025. Le rapport numéro 2 est un rapport traditionnel qui prévoit l'ajustement de l'effectif théorique global du département et concerne principalement les propositions d'ajustement de l'effectif global pour permettre le bon fonctionnement des services et notamment les emplois pouvant être pourvus par des agents contractuels. Le rapport numéro 3 a pour objectif de modifier et d'actualiser l'enveloppe annuelle par groupe d'élus au titre de 2025 suite à l'arrêté des comptes au 31 décembre 2024. C'est aussi un rapport classique que nous passons régulièrement. Pour ce qui concerne le rapport numéro 4, c'est un compte-rendu à l'Assemblée de l'exercice par la présidente du Conseil départemental de la compétence qui lui a été déléguée en matière de décision d'ester en justice pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024. Voilà pour les 4 rapports. Pardon. Merci, Madame Micheli. Donc, les demandes de parole, Madame Camard et après Monsieur Kerzadjian. Merci, Madame la Présidente. Ce sera rapide. Je voulais juste réagir à votre introduction puisque vous avez fait un lien entre insécurité et immigration. Et je voulais simplement marquer mon désaccord, c'est tout. Je pense qu'effectivement, on a des problèmes de tranquillité publique qui doivent être traités. Une politique d'accueil qui doit être digne. Effectivement, les départements manquent de moyens financiers pour cela. Mais moi, je ne veux pas voilà, on pense ici que tout le monde est d'accord avec ce lien entre insécurité et migrants. Donc, je voulais juste marquer, voilà, simplement que je n'étais pas d'accord avec ce propos. Je vous remercie. Monsieur Kerzadjian, c'est sur lequel? Sur le 2. Sur le 2, ok. Ouais. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Aujourd'hui, il est impératif de mettre en lumière une situation alarmante qui touche nos maisons départementales de la solidarité. En effet, nous faisons face à un manque de personnel criant, avec 130 postes non pourvus, alors que seulement 20 d'entre eux seraient ouverts à la candidature. Cette réalité met en péril la qualité des services offerts aux citoyens qui en ont le plus besoin. Les travailleurs sociaux en première ligne se retrouvent pris en tenaille entre une charge de travail toujours plus importante et des effectifs qui ne suivent pas les besoins croissants de la population. Chaque jour, ils s'efforcent de répondre aux demandes d'aide, de soutien et d'accompagnement, mais la pression devient insoutenable. Ce déséquilibre entre les attentes et les ressources disponibles nuit non seulement à leur bien-être, mais également à la qualité des services rendus. Il est crucial que la majorité départementale prenne conscience de cette situation et agisse rapidement pour remédier à ce manque de personnel.
Ouvrir davantage de postes et valoriser le travail des professionnels de la solidarité est essentiel pour garantir un accompagnement digne et efficace pour tous ceux qui en ont besoin. Nous vous proposons donc de travailler ensemble pour trouver une issue qui ne laissera personne sur le côté, dans une volonté de construction qui n'a pour seule boussole le bien-être des employés des MDS et le service public rendu aux usagers. Je vous remercie. Oui, effectivement, depuis quelques jours, on a quelques personnes de la Direction générale adjointe de la solidarité sur les 2500 professionnels départementaux ces quelques personnes se mobilisent pour faire valoir différentes revendications, notamment en termes de moyens humains et de conditions d'exercice. Alors, vous l'avez dit dans votre introduction, je ne vais pas le répéter, mais quand même, la précarité, le désengagement de certains partenaires, l'État en particulier, et puis l'évolution du travail social soulèvent des défis importants pour tous les acteurs du secteur social et de notre collectivité en particulier. Et les contraintes budgétaires, vous l'avez dit aussi en introduction, les moyens sont de moins en moins présents, que nous connaissons, nous obligent cependant à faire preuve de responsabilité dans la mise en œuvre de nos politiques publiques, tout en restant attentifs aux besoins des populations. Je rappelle que nous avons en charge, vous l'avez dit, le RSA, nos seniors, nos personnes en situation de handicap, nos jeunes, nos collèges, tout un tas de politiques qu'on ne peut pas laisser tomber, laisser de côté. Et c'est un équilibre complexe que nous souhaitons poursuivre. Pour autant, tout en veillant à la bonne adéquation des moyens aux missions, la collectivité continue de recruter sur les métiers les plus en tension, et en particulier dans le domaine de la protection de l'enfance. Et ce sont ainsi plus de 45 agents qui rejoindront les services dans les semaines qui arrivent. Le Forum des métiers, vous parliez hier, ce forum des métiers du secteur social et médico-social qui a été organisé le 25 mars pour sa 3e édition avec le concours des équipes vise justement à répondre aux pourvois des postes qui sont encore non couverts. Vous le disiez, Madame la Présidente, lors des commissions thématiques, nous avons des postes qui sont ouverts mais qui ne sont pas pourvus parce qu'il est difficile justement de pourvoir ces postes. Enfin, je rappelle que 59 emplois permanents ont été créés fin 2023 dans le domaine de la protection de l'enfance et que nous avons acté fin 2024 la revalorisation du régime indemnitaire des agents de catégorie A et B de la filière médico-sociale. Preuve encore une fois des efforts de la collectivité et surtout de la considération portée à ces professionnels. Merci Madame Micheli. Monsieur Alvarez sur le 2. Madame la Présidente, mes chers collègues, nous étions hier à Gardanne à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de la Maison départementale des solidarités sur Gardanne. Et je voudrais que, sur l'alerte qui a été émise à l'attention de la majorité départementale, sur la prise de conscience qui doit être la nôtre, sur ce manque d'effectifs ou en tout cas de moyens déployés pour remplir les missions d'action sociale qui sont les nôtres. La petite parenthèse, c'est ce que je veux dire, les difficultés que vous avez évoquées en termes de sécurité, vous ne les avez pas abordées sur le plan de l'immigration, mais de l'immigration irrégulière. Précision qui est intéressante de préciser. Moi, ce que je veux dire, c'est que on ne doit pas avoir, la majorité départementale, mais l'institution dans son ensemble, à rougir de ce qui est fait et ce qui est mis en œuvre. Je vois, moi, et je constate un département qui engage des moyens pour réhabiliter ses locaux, pour mettre à disposition des professionnels des moyens de mise en œuvre de leur mission de service public qui sont conséquentes. Mais quand on discute avec les agents des MDS, on s'aperçoit que ce qui crée la difficulté de leur mission, c'est souvent, comme vous l'avez évoqué dans votre propos introductif, les difficultés que nous avons avec les institutions qui ne remplissent pas, elles, leurs obligations. Et quand on évoque ces problématiques de recrutement, je voudrais surtout que nous soyons tous bien conscients que nous vivons dans un moment où les difficultés de recrutement sont une réalité. Ça a été dit par notre collègue Véronique Micheli, c'est-à-dire qu'on a des postes ouverts et on a du mal à recruter. Et ce manque de vocation est une réalité.
Et il y a une réalité parce que quand un agent du département remplit sa mission et qu'il se retrouve confronté à la prise en charge de publics qui ne sont pas accompagnés sur des questions qui sont parfois médicales, qui relèvent du niveau psychiatrique ou doit prendre en charge des personnes qui relèvent du niveau parfois pénal, c'est-à-dire des gens qui ont des difficultés de vie en communauté, on fout en l'air notre équilibre sur les foyers et on fout complètement en l'air la capacité aux agents du département d'effectuer leur mission correctement. Nous leur avons dit, Madame la Présidente, hier à l'occasion de ce déplacement à Gardanne, tout le soutien qui était les nôtres et tout le nôtre et la reconnaissance que nous avons pour leur travail au quotidien et la pleine conscience que leurs difficultés, notre responsabilité, c'est d'agir comme on est en train de le faire, c'est-à-dire de faire remonter aussi que les départements ne pourront pas être les seuls à répondre sur cette action sociale, malgré le fait que c'est sa compétence première. Il devra y avoir soit un transfert de moyens adaptés pour aller au bout des missions des agents des services sociaux qui font un boulot remarquable au quotidien, soit, s'il n'y a pas un transfert de moyens, une prise en charge des missions de ceux qui en ont la compétence, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne trouve plus de psychiatres, on ne trouve plus de médecins, on ne trouve plus de foyers adaptés en tout cas pour mettre les personnes qui sont face à des difficultés vis-à-vis de la loi. Et cette réalité, c'est le quotidien de nos agents. Donc je voudrais apporter mon total soutien à l'ensemble de ces agents qui font un travail remarquable au quotidien, mais insister surtout sur ce manque de vocation qui, je crois, est le fait de la difficulté avec laquelle nos agents remplissent ces missions. N'oublions pas que nous n'avons pas à rougir de ce réseau de proximité des MDS, qui est d'ailleurs pour le département des Bouches-du-Rhône un des rares départements qui déploie ce service de proximité à ce niveau, et que quand il y a la défaillance des partenaires et notamment de l'État, on se retrouve à gérer tous ces publics qui sont en totale détresse. Et je crois que la majorité a totalement conscience des difficultés avec lesquelles nos concitoyens et nos administrés sont confrontés, et que nous faisons tout et nous mettons tout en œuvre, croyez bien, pour que nous puissions être au rendez-vous de nos obligations. Mais très honnêtement, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit les élus, tous bords confondus, je pense que nous devons être ensemble et associés pour faire remonter ces difficultés, parce que, qu'on le veuille ou non, l'alternance politique dans les institutions, c'est une régularité. On devrait essayer de se concentrer sur une action collective et pas démagogique pour que nous partagions ce souci, parce que nous devons répondre tous, majorité et opposition comprises, sur l'objectif qui est le nôtre pour remplir nos missions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Alvarez. Monsieur Rossi. Oui, Madame la Présidente. Vous avez annoncé dans le préambule que vous avez fait un certain nombre de choses. Je voudrais juste vous remercier sur un point. Vous ne pouvez pas tout relater parce qu'on ne peut pas passer de caserne au maillage sécuritaire. Mais là, je profite, il y a également mon collègue qui a en charge aussi la police municipale de Marseille en sa qualité d'adjoint et conseiller départemental, pour rappeler que tout à l'heure, à 11h, il y aura un déjeuner sur la fin d'un chantier qui se passe sur l'installation du commissariat du 13e et 14e arrondissement. Ce commissariat, Madame la Présidente, vous l'avez conceptualisé et surtout vous avez permis qu'il se fasse. D'abord parce que vous avez mis à disposition de l'État pour 1 euro symbolique. Ah oui, pardon, 2 euros symboliques, excusez-moi, c'est pour les comptables, 2 euros symboliques, un espace qui est évalué par les domaines, et on sait que les domaines sont des gens extrêmement sérieux sur les évaluations, de 9 millions d'euros. Monsieur le ministre de l'Intérieur de l'époque avait indiqué que de toute façon, l'État n'était pas en capacité à la fois de se porter acquéreur d'un terrain et sur la construction. Monsieur le Président de la région a apporté une contribution d'1 million d'euros, notamment sur les équipements en matière de sécurisation sur ce lieu. Et nous attendons presque 120 policiers nationaux d'ici la fin de l'exercice 2025 sur le territoire de Marseille. Voilà, je dis ça parce que ça aussi, ça fait partie de, pas que l'histoire d'un sentiment, mais d'une réalité sur laquelle il faudra les uns et les autres se rappeler.
Je remercie d'ailleurs monsieur l'adjoint au maire de Marseille qui nous a fait le plaisir d'installer un commissariat de proximité de la police municipale à Saint-Jérôme, ce qui renforcera ce lien entre les deux polices et qui donnera sûrement une réactivité beaucoup plus forte à celles et ceux qui résident sur ce territoire. Concernant les MDS, Madame la Présidente, il y a moins d'une semaine et demie, je vous ai remplacé dans un temps particulier avec Madame la ministre Vautrin, qui, somme toute, est quand même quelqu'un dont l'expertise, la connaissance, l'expérience n'est pas due au hasard. Et qui me disait dans une visite chez Madame Saadé, nous sommes l'un des départements de France, je dis ça sous l'autorité également du directeur général et du directeur général adjoint, où le maillage des MDS et des réponses sociales est le plus important. Par contre, nous sommes l'un des départements de France où nous avons vu disparaître les politiques de proximité de la CAF et d'un certain nombre de services sociaux qui ne relèvent pas du département. Alors, dans 8 jours de ça, 8 jours, nous aurons à rencontrer sur le plan pauvreté nos collègues de l'État. Nous allons faire un état de la situation. Nous la connaissons, la situation. Le département, il a honoré l'ensemble de ses engagements. Il a même fait mieux. Il a voté des enveloppes supplémentaires pour répondre aux carences de l'État. Rappelez-vous cette histoire de lait dont l'Europe nous avait privés, qui avait été détruit, parce qu'on a quand même des gens qui sont assis à longueur de journée et qui prennent des décisions qui relèvent d'autre chose, quoi. Vous me direz, ils n'en manquent pas de lait. Il manque de pas grand-chose au passage, mais plus sérieusement que ça. Et vous aviez souhaité apporter une contribution d'une autre nature auprès de la Banque alimentaire, que je veux remercier, ainsi que son président, Joseph Arakel. Voilà, je dis ça parce que nous sommes sur le pacte de solidarité, Madame la Présidente, à 15% au-delà de ce que nous avons contractualisé. L'État n'est pas au rendez-vous de la contractualisation. Et lorsque je croise Madame la haute commissaire sur une inauguration que vous avez faite avec Madame Vautrin chez Madame Saadé, qui se dissimule un peu disant « au moment où je vous parle, je ne suis plus en capacité budgétairement de répondre aux besoins sur Marseille », qui correspond à 78% de l'aide alimentaire sur Marseille, 78% est réservé à Marseille. Eh bien, il y a du souci à se faire sur la réimplication des services de l'État dans les différents territoires. Les MDS, je dirais presque, mais je n'ai pas le droit de le dire dans un hémicycle comme le nôtre qui est laïque, mais c'est presque les lieux où à l'époque on disait asile, on venait taper à la porte parce qu'il n'y avait plus rien. Et aujourd'hui, les MDS, c'est le lieu où effectivement on va chercher les réponses sur tout, et sur lequel ceux qui doivent les donner ne sont plus présents. Alors sur ce domaine-là, nous n'avons sûrement pas à rougir. Je pense que Mme Vautrin, qui a une expertise suffisamment et une honnêteté que tout le monde lui reconnaît, a fait remarquer qu'en France, nous étions quand même parmi les meilleurs départements de France, et sur le maillage et sur la réponse sociale, malgré les imputations budgétaires et les coûts budgétaires dans lesquels nous devons faire face. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Rossi. Alors, Madame Djembaï après, je crois qu'on a Madame Bernasconi, vous vouliez répondre à Madame Camard, c'est ça? Allez-y. Non, pas du tout. Non. Rajouter quelque chose, je sais pas. Oui. Sans en ajouter trop à l'échange qui vient d'être fait, je voulais juste reprendre sur la question de la difficulté du recrutement. Des personnels dans le domaine du social, tout confondu, puisque le département a bien conscience de cette difficulté et nous avons en parallèle conscience aussi du fait que quand chacun est à son poste et que les moyens sont soutenus, les résultats sont amplifiés. C'est ce que nous avons vécu dans le cadre du RSA rénové, où pour une première fois, l'ambition posée d'accélérer les parcours et d'obtenir des résultats amplifiés a été portée
par un investissement massif de l'État dans le cadre d'une expérimentation. Et nous nous sommes aperçus dans le cadre de cette expérimentation que quand les moyens étaient investis, les résultats étaient 3 fois meilleurs dans le cadre de l'expérimentation que le nombre de sorties sur le territoire quand nous nous en tenons aux moyens qui existent aujourd'hui. Et la crise des vocations, effectivement, elle pose problème. Et le département, non seulement, je voulais juste vous reprendre ce cas de Jean, parce qu'il y a des postes qui sont publiés, mais ces postes sont ouverts, parce que j'ai bien entendu la petite nuance que vous avez fait. Et le département, non seulement souhaite recruter, est conscient des besoins, vérifie effectivement la nécessité et leur impact sur les résultats, mais également fait la promotion de tous les métiers dans le social à tous les niveaux, et à la fois au niveau des formations, à la fois au niveau des forums de l'emploi ouverts à l'extérieur, à la fois au niveau des bénéficiaires du RSA quand il s'agit de les aider à trouver des orientations particulières, où nous les accompagnons dans le domaine du social avec des filières qui sont organisées. Et donc cette volonté, elle se décline à tous les niveaux, là où le département peut aller dans l'amplification et la promotion des métiers du social, tellement nous sommes conscients et des besoins et des résultats que cela peut produire, et donc à l'inverse du manque sur notre territoire de moyens et de trouver ces travailleurs sociaux dont la crise des vocations n'est pas liée à leur intégration dans une institution, la collectivité département des Bouches-du-Rhône, ni même le territoire des Bouches-du-Rhône qui reste un des plus maillés, et c'est reconnu au niveau national. Mais cette crise des vocations est aussi liée à des conditions de travail qui vont bien au-delà du contexte de la collectivité dans laquelle ils exercent leur métier, et qui relèvent aujourd'hui de difficultés et des dérives d'une société qui est en manque de respect et, je crois, d'autorité et de notion de contrat social. Et c'est sur cette question de fond qu'il faudrait pouvoir travailler ensemble. Merci. Madame Djembaé, après Madame Giorgetti. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, l'heure est grave. Nous sommes réunis ici alors que mardi matin, dans le hall même de notre institution, des travailleurs sociaux manifestaient pour dénoncer une situation intenable. En parallèle, notre collectivité organisait un forum de recrutement pour attirer de nouveaux professionnels. Quelle ironie! D'un côté, nous prétendons recruter, de l'autre, nous laissons dans la précarité celles et ceux qui chaque jour tiennent à bout de bras notre politique sociale. Alors, juste, Mme Djembaé, Madame la c'est pas très grave, mais oui. je vais vous laisser finir votre intervention. Merci. Tout à l'heure, j'ai demandé s'il y avait d'autres interventions. Je pense que Mme Giorgetti va réagir aux propos qui ont été faits. Donc, la moindre des choses, c'est, quand je demande s'il y a d'autres interventions, c'est de lever la main. Donc là, on vous a déjà répondu. J'avais appuyé. On va... Ouais. Voilà, il ne faut pas appuyer, il faut juste lever le doigt. Donc, on je vous a déjà répondu répondre. sur ça. Si vous pouvez aller un petit peu plus vite, parce que vous avez déjà répondu sur la totalité de ce que vous venez d'évoquer. Madame la Présidente, je prends rarement la parole. Je pense que pour aujourd'hui, je ferai court, mais c'est très important. Donc, comme je disais, Madame la Présidente, combien de temps encore allons-nous jouer la montre? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 200 postes vacants au sein de notre collectivité. Lors de la commission thématique, vous nous avez confirmé que 130 postes étaient ouverts, mais non pourvus. Pourtant, des professionnels sont déjà en place. Nous avons des contractuels, des vacataires, des agents de renfort. Tout ce personnel à notre disposition est exclu de toute perspective d'intégration, et vous nous parlez de postes non pourvus. À titre d'exemple, certains lauréats de concours se voient refuser leur titularisation. Et tout cela alors que nous faisons face à une crise sans précédent dans l'accompagnement des publics vulnérables. La réalité, c'est que nos services sont au bord de la rupture. D'ailleurs, le dernier rapport de l'IGAS, datant de 2023, ne laisse place à aucune ambiguïté. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône est mis en cause
pour sa gestion du social et du médico-social. Des mineurs isolés laissés sans suivi, des familles abandonnées faute de moyens, des travailleurs à bout de souffle. Nous sommes au pied du mur. Alors, Madame la Présidente, qu'allez-vous faire? Allons-nous continuer à empiler des CDD, à ignorer l'épuisement des agents, oui, ça devait être à regarder ailleurs pendant que nos dispositifs sociaux s'effondrent? Ou allons-nous enfin prendre nos responsabilités? Car le choix est là, il est simple. Soit nous agissons, soit nous abandonnons. Agir, c'est intégrer immédiatement les professionnels déjà en poste. Agir, c'est donner aux travailleurs sociaux des conditions dignes pour exercer leur mission. Agir, c'est assumer politiquement que la protection des plus fragiles n'est pas une option, mais un devoir. Madame la Présidente, mes chers collègues, nous avons une responsabilité. Madame Djembaé, vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Donc je pense Merci. que maintenant, vous en avez dit assez. Madame Giorgetti, vous avez la parole. Laissez-moi finir au moins mon non, mais intervention. Madame Djembaé, mais vous le savez très bien. Voilà. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Madame Giorgetti, vous avez la parole. Non, c'est terminé. Ce que vous ferez, vous donnerez à la presse directement votre intervention, ça ira plus vite, on la mettra au PV, je vous promets qu'on la met au PV directement. Voilà. Allez-y, Madame. Madame la Présidente, permettez-moi rapidement d'exprimer ma solidarité avec mes collègues, puisque vous savez que ma profession... Donc, bon. Vous nous proposez aujourd'hui le recrutement de 5 éducateurs territoriaux de jeunes enfants en contrat de projet. Nous nous y opposons formellement, et ce pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, car le contrat de projet, issu de la loi de transformation de la fonction publique, est une version au rabais d'un statut de contractuel, lui-même moins protecteur que le recrutement au statut. Ces contrats de projet sont délétères pour les personnes engagées. La sécurité de l'emploi y est minimale. Il peut s'arrêter pour des raisons vagues, le projet peut ne pas se réaliser ou bien le résultat est atteint avant la date prévue, s'arrêter après un congé maladie ou maternité, aucune obligation de réemployer l'agent à son retour. Comble de tout cela, puisque la précarisation des travailleurs et des travailleurs n'a plus de limite, les années d'ancienneté ne sont pas comptabilisées dans le cas d'une CDIsation. Par ailleurs, le RSU de la collectivité pour 2023 fait état de 23 contrats de projet conclus, dont 22 par des femmes. À l'heure où les écarts persistent entre les genres face à la qualité de l'emploi, il nous apparaît que ce type de contrat constitue un net recul. Ces contrats sont nocifs aussi pour notre institution. Après avoir accueilli, formé un nouvel agent sur un poste, il nous faudrait lui dire adieu avec un turnover et le stress que cela pourrait impliquer dans un service. Cette vision court-termiste des effectifs contrevient à la nature de la fonction publique et de ses agents, garant d'un service à la population homogène sur le territoire et assuré en continu. Ensuite, car de projet il n'y a point, ce qu'il y a, c'est une vision sur 3 ans de financement accordé. De la même manière, combler les carences n'est pas un projet, c'est un devoir. La délibération est claire et souligne le déclin du mode d'accueil individuel. Il n'y a pas de service supplémentaire ou de dispositif innovant pour les parents, les professionnels ou les enfants accueillis. Même si nous espérons le contraire, nous doutons d'une recrudescence de la vocation d'assistant maternel d'ici 3 ans. Que se passera-t-il ensuite? Une subvention sera-t-elle réallouée pour 3 ans? Je rappelle le rapport de la Cour des comptes consacré à l'accueil du jeune enfant de décembre dernier, constatait que l'accueil individuel représentait 39% de l'offre, soit 14,4 points de moins que la moyenne nationale. La baisse du nombre d'assistants maternels agréés passe de 8 719 en 2015 à 6 759 en 2020, soit une diminution de 21,6%. Et 14% des assistants maternels ont plus de 60 ans, 31% entre 50 et 59 ans. Au regard de ces chiffres, il nous apparaît le besoin d'agents qualifiés et engagés dans leur mission, plutôt que craignants pour leur avenir. Ainsi, le groupe communiste et partenaires votera contre cette délibération et demande au Conseil départemental de ne pas mobiliser cet outil préjudiciable aux travailleurs et à la population dans le recrutement de nos agents, qu'est le contrat de projet. Merci. Alors, merci mesdames. Donc, je pense que merci monsieur Quinzantier aussi. Je pense qu'on vous a répondu largement en long, en large, en travers sur la problématique sociale. La problématique sociale, vous me parlez des contrats de projet. Vous avez des parlementaires.
Vous avez plus de chances que nous. Demandez-leur d'enlever les contrats de projet dans la loi. Donc, et à ce moment-là, on n'appliquera plus les contrats de projet. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est mieux que rien. Parce qu'à un moment, il faut que tous les intervenants, et on vous l'a expliqué tout à l'heure, M. Rossi vous l'a très bien expliqué tout à l'heure, quand on est tous ensemble et que chacun prend sa part, eh bien, les choses, elles avancent. Parce que moi, je crois que, et aujourd'hui, la problématique de fond que l'on a, c'est que l'État, quand il fait des contrats de projet, à la fin, il se désengage. Donc c'est là où on n'est pas d'accord. Et c'est ce que je disais dans mon propos introductif. Donc sur le principe, quand l'État s'engage sur quelque chose, on doit avancer ensemble. Un contrat de projet, ça s'appelle un contrat de projet, c'est-à-dire que c'est un projet, donc il y a une durée déterminée. Donc alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça existe pas, mais si ça existe, on peut très bien l'utiliser. Donc c'est ce que nous faisons. Je ne vous avais pas entendu au départ contre les contrats de projet quand on les a lancés, parce que ça fait au moins 3 ans qu'on a lancé ces contrats de projet. Donc si vous m'aviez dit dès le départ, moi je suis contre le contrat de projet, j'aurais pu comprendre votre position. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, vous avez le contrat de projet, il faut que vous alliez plus loin, il faut que vous gardiez les personnes pour un projet qui n'est plus le même. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc à un moment, on ne peut pas modifier la loi comme ça nous arrange. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être solidaires les uns et les autres. Moi, j'ai rendu hommage tout à l'heure, mais je le redis encore, je veux dire, les travailleurs sociaux que nous avons ici au département sont fantastiques. Voilà. Donc, ils sont géniaux. On en a vu hier, ils ont une vocation. Voilà, ils ont une vocation pour aider nos populations. Que ce soit par contrat de projet, par tout ce que vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est le résultat. Aujourd'hui, le résultat, on a un territoire, et malheureusement, on n'est pas le seul département, où la précarité augmente de manière très importante. Donc là-dessus, c'est l'ensemble des partenaires qui doivent être au rendez-vous. Et ce n'est pas le cas. Quand l'État prend des décisions unilatérales, où nous, on est obligé de les appliquer parce que c'est comme les budgets, on y sera tout à l'heure, nous, on est obligé d'avoir un budget équilibré. L'État, non. Donc sur le principe, nous, ce qu'on demande, c'est que chacun assume ses responsabilités. Et on ne peut pas assumer la totalité de la responsabilité de la précarité au niveau des départements. Ce n'est pas notre rôle. Voilà. Ça, c'est la réponse qu'on peut vous faire. Et donc, encore, et j'ai demandé au directeur général des services et au nouveau DGA également de pouvoir regarder ces problématiques, de regarder comment on peut, dans la situation financière des départements, comment on peut mieux faire avec ce qu'on a. C'est comme je disais tout à l'heure, on doit faire plus avec moins. Il va falloir être inventif. Et en tout cas, moi, je tiens à rendre hommage à l'ensemble des personnels qui œuvrent au quotidien pour essayer de répondre aux habitants qui sont face à eux et qui, malheureusement, sont de plus en plus importants. Hier, on était également avec Madame Amiel sur l'inauguration du bus où la PMI, elle va aller dans toutes les communes. On a 119 communes, il y en a une quarantaine qui ont demandé à ce que la PMI vienne dans leur territoire parce que les populations aussi ont des difficultés pour pouvoir y aller. Pareil pour le bus des consultations gynécologiques, parce que ça aussi, des femmes prennent un petit peu trop de raccourcis et elles n'ont pas le temps de faire ce qu'elles doivent faire comme examen. Donc c'est important que nous soyons et nous allons vers. Et le aller vers, c'est vraiment une action qui est aux côtés des populations. On doit avoir le choix de pouvoir vivre sur le territoire où l'on souhaite. Si on a envie de vivre à Orgon, à Oran, dans un petit village, eh bien, on peut avoir le choix de le faire. Mais pour ça, il faut que nous donnions les services publics qui aillent avec. Et il faut que l'État continue à ne pas se désengager. Et le taper 1, taper 2, taper 3 de la CAF, ça suffit. Et de la sécurité sociale, ça suffit. Parce que les personnes ne comprennent pas. Donc, elles viennent dans les maisons de la solidarité, que nous avons été obligés de sécuriser. Vous avez oublié de le dire, nous avons été obligés de les sécuriser parce que nos agents se faisaient agresser. Et donc aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Donc on doit répondre à cette population. Et c'est là où on interpelle l'État en disant « ne vous désengagez pas parce que c'est bien beau tout ça ». Mais derrière, après, ce sont nos agents qui en pâtissent. Donc merci pour l'action que vous portez au quotidien. Je voulais terminer par Mme Camard. Alors, Mme Camard, d'abord, je dis un peu ce que je veux en propos introductif. Qu'on ne soit pas d'accord, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Mais c'est très inquiétant. Que vous masquiez, d'abord que vous déformiez mes propos. Je n'ai pas parlé d'immigration. Vous savez, si on lève le doigt ici, le nombre de personnes qui sont d'origine immigrée, dont je fais partie, on serait nombreux.
parce qu'ici, on a un territoire qui est multiculturel. Voilà. Et c'est une fierté pour nous d'être multiculturel, parce que c'est à côté des uns et des autres que nous vivons, et puis c'est de la différence des autres que nous progressons. Donc ça, ne déformez pas mes propos, j'ai parlé d'immigration incontrôlée et irrégulière. Et aujourd'hui, on a des statistiques qui sortent, que ce soit l'ancien ministre de l'Intérieur, que ce soit l'ancienne préfète, qui au 1er janvier de l'année dernière, de 2024, nous disait que les étrangers sont responsables de 67% de la délinquance sur la voie publique à Marseille. Voilà, alors je sais que M. Ohanessian a pris les choses à bras-le-corps, puisqu'on fait des postes de police municipale, puisqu'il essaye de recruter de la police municipale. Mais ce n'est pas seulement les prérogatives. M. Darmanin nous a fait venir, énormément, le ministre Darmanin nous a fait venir de la police en plus. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a un constat. Ce constat, il est là. Il est là où il faut effectivement, nos services sont surchargés par cette immigration irrégulière qui arrive, avec des MNA qui se déclarent majeurs alors qu'ils sont mineurs, et donc avec des associations... Non, ils sont majeurs, ils se déclarent mineurs alors qu'ils sont majeurs, avec des associations qui sont des irresponsables de les pousser en les attirant sur notre territoire, en leur disant ici, vous allez voir, on rase gratis, c'est inacceptable. Et que vous ne dénonciez pas ça, Madame Camard, en tant que maire de secteur du 1er 7e arrondissement, du centre-ville de la 2e ville de France, c'est inacceptable. Se voiler les yeux de cette façon-là, c'est plus que dangereux pour notre ville de Marseille. Bon, on va passer au vote. Ah non, ça, on ne risque pas d'être d'accord. Donc, sur le rapport numéro 1, c'est le périmètre des astreintes, pas d'opposition, donc il est adopté. Sur le rapport numéro 2, donc c'est l'ajustement des effectifs théoriques. Donc là, qui vote contre? D'accord, qui s'abstient? C'est noté, ok. Donc le rapport est adopté. Rapport numéro 3, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est noté, donc il est adopté. Rapport numéro 4, je vous demande de prendre acte. Madame Chabot, sur le 5. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, c'est une information concernant les marchés et les avenants notifiés pour un montant supérieur à 25 000 €, dont vous avez la liste en annexe. Je vous remercie beaucoup. Chabot, sur ce rapport, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, donc le rapport, c'est pas la peine de le voter, je vous demande d'en prendre acte. Donc sur Monsieur Mercier, le 6 et le 7. Oui, bonjour mes chers collègues. Madame la Présidente, donc ces deux rapports concernent les observations définitives de la Chambre régionale des comptes suite à 2 contrôles sur l'action du département en direction des jeunes majeurs et sur l'éducation artistique et culturelle. Ces contrôles couvrent donc la période à compter de l'exercice 2018 jusqu'à la période la plus récente. En application des dispositions du Code des juridictions financières, ces rapports accompagnés donc des réponses de la collectivité sont communiqués à l'Assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. C'est ce que nous faisons donc aujourd'hui. Sur ces 2 politiques publiques, que ce soit de l'action du département en faveur des jeunes majeurs ou de l'éducation artistique et culturelle, la Chambre reconnaît l'action du département et les moyens mis en œuvre pour atteindre ses objectifs en la matière. On l'a bien évoqué ce matin. Elle a bien noté la croissance malheureuse du nombre de jeunes majeurs accompagnés et des moyens mis en place pour répondre à nos engagements, ainsi que ceux alloués, entre autres, dans le plan Charlemagne à destination de l'éducation artistique et culturelle. La Chambre a émis quelques recommandations à laquelle le département a déjà répondu ou est en cours de réalisation. Ainsi, s'agissant de l'accompagnement des jeunes majeurs, la direction de l'enfance et le service de contrôle de gestion de la DAJMARA finalise l'élaboration d'outils de suivi des données et de tableaux de bord comportant des indicateurs de suivi et de pilotage de l'activité. La direction de l'enfance est sur le point également de finaliser l'actualisation du RDAS, le protocole partenarial sur la sortie de l'ASE des jeunes majeurs. De même, s'agissant de l'EAC, la collectivité a signalé que la direction de la culture va très prochainement élaborer le schéma départemental de développement des enseignements artistiques et s'est déjà engagée dans l'élaboration du schéma départemental de la lecture publique. Et une réflexion sur la mise en place d'outils de suivi global de l'offre EAC est en cours. Mes chers collègues, voilà, nous sommes à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci, Monsieur Mercier. Monsieur Frot, est-ce qu'il y a... Alors, quelles sont les demandes d'intervention? Ça, on va le faire... Qui est-ce qui a une demande? Monsieur Frot, uniquement. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, sur le 6 et le 7. chers collègues.
Le rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés, à l'époque encore la Fondation Abbé Pierre en 2019, indiquait que 26% des personnes sans domicile nées en France sont d'anciens enfants placés en protection de l'enfance, soit plus de 10 000 personnes. Et pour cause. Avant 2022, les enfants placés atteignant les 18 ans étaient poussés vers la sortie de l'aide sociale à l'enfance et avaient peu de moyens financiers ou de soutien familial pour être logés. La loi dite Taquet du 7 février 2022 entendait améliorer la protection de ces enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance et stopper ces sorties sèches en réaffirmant l'importance du contrat jeune majeur. Celui-ci permet de prolonger l'accompagnement des jeunes jusqu'à leurs 21 ans et couvrir leurs besoins en matière de ressources financières, d'accès à un logement ou un hébergement, à un emploi ou une formation aux soins, aux démarches administratives et leur permettre un accompagnement socio-éducatif. La prise en charge est obligatoire depuis la loi 2022, mais reste facultative pour les jeunes n'ayant pas été accompagnés durant leur minorité. De plus, l'entrée dans le dispositif d'accompagnement du jeune majeur obéit certes à une demande formalisée, mais constitue un droit applicable à toutes et à tous et ne doit, nous rappelle la Cour, ni dépendre d'un critère de motivation, ni être entravé par un excès de formalisme administratif. Néanmoins, la loi est sur ce point diversement appliquée sur le territoire. En ce qui concerne le contrôle du département, la Cour indique dans son rapport que l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes confiés à l'ASE et des jeunes majeurs est bien pris en compte et on peut s'en féliciter. Néanmoins, elle souffre d'une mise en œuvre peu harmonisée et d'une absence de ressources pour s'assurer du suivi de ces projets. Nous remarquons également que le rapport précise que le département omet d'informer les jeunes du droit au retour, introduit par la loi de 2022, la même, que cette communication se fait sur la base du volontariat sans procédure systématisée. Elle relève également qu'il n'y a pas d'indicateur de suivi ni de dossier relatif à ces demandes. L'affaire nous semble grave, eu égard à la part de jeunes sortis de l'ASE et qui, comme je le disais au début de mon propos, sont surreprésentés parmi les personnes SDF. La réponse que vous apportez à la Cour, ils se perdent, nous semble un peu facile, car nombre de jeunes ont été suivis durant de longues années et leur information aurait pu s'y dérouler dans ce cadre. Les anciens MNA sont presque tous demandeurs d'une prise en charge après leur majorité. Elle leur est parfois refusée. Quels sont les critères de refus et pouvez-vous nous indiquer combien de demandes le sont par an? En 2023, le département a été concerné par 26 recours contentieux, dont 24 ont été introduits par un ancien MNA. Sur les 20 requêtes introduites par le département qui ont donné lieu à une décision de justice, la demande du jeune a été rejetée dans 12 cas. Le département a été condamné 8 fois. Nous notons et resterons attentifs aux différents protocoles, partenariats ou commissions que vous vous êtes engagés à formaliser en réponse au rapport. Les thématiques que nous venons de soulever nous apparaissent graves pour l'avenir des enfants et des jeunes majeurs accompagnés ou que l'on oublie d'accompagner dans nos départements. Départements où les jeunes sont plus touchés que la moyenne nationale en matière de précarité, vous le savez bien, et où les mesures d'accompagnement des autres publics sont également en souffrance parfois. Nous pointons le risque d'une précarisation accrue de toutes les personnes en difficulté. Au vu de ce rapport, Madame la Présidente, comment allez-vous renforcer les moyens humains et financiers pour assurer à chaque jeune majeur d'être informé de ses droits, que ceux-ci soient respectés et que l'accompagnement qui leur est dû soit effectivement fourni? Enfin, ces éléments, comme tant d'autres, au vu des difficultés rencontrées sur la protection de l'enfance en général, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, nous amènent à réitérer notre volonté que soient organisées des assises de la protection de l'enfance en présence de l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Alors, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Madame Djembaé, non? Merci. Alors, Madame Bernasconi, bien sûr, et après Madame Amiel, bien sûr. Allez-y, Madame Bernasconi. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voulais juste rebondir sur l'image qui a été donnée de l'engagement du département par Arnaud Mercier. Le département est fortement impliqué dans l'accompagnement des jeunes majeurs, tant sur le plan de la santé, de l'intégration sociale, mais également du travail à l'accompagnement du savoir-lire, du travail sur la culture. Donc tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela, c'est qu'il y a une forte volonté d'intégration sociale. Et quand il s'agit de politique d'immigration, pour revenir sur la question de l'immigration régulière, l'enjeu, c'est bien celui de l'intégration. Et c'est aussi
ça sur les différents les points, pardon, les différents piliers du travail du département, c'est de réussir une intégration. Et pour réussir une intégration, je voudrais juste revenir sur le fait que, oui, c'est vrai, vous l'avez dit, Madame la Présidente, il y a une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance. C'est un fait et ce sont des statistiques qui sont établies. Ignorer cet état de fait, c'est mener une politique de l'autruche ou c'est mener une idéologie d'extrême gauche à son paroxysme et refuser de voir la réalité en face, c'est refuser d'apporter des solutions aux problèmes. Et ce que fait le département aujourd'hui, c'est non seulement de regarder en face les problématiques à la fois de difficultés sociales, mais également ces difficultés qui sont liées aux questions d'immigration régulière, mais également aux questions d'immigration irrégulière, et qu'effectivement, il y a un lien à établir et que le département travaille à l'accompagnement. Parce que quand les jeunes majeurs sont sur le terrain issus d'une immigration particulière, ils ont besoin, même s'ils sont en situation irrégulière, d'être accompagnés. Mais si on décide de voir qu'il n'y a pas de lien entre immigration irrégulière, immigration tout court et difficultés sociales, alors les problèmes ne sont jamais regardés en face et on n'apporte pas des solutions. Et les jeunes majeurs aujourd'hui sont accueillis par le département sur toutes les versions que je viens d'indiquer, mais également ils sont en attente d'un accueil amplifié des missions locales, puisque les jeunes majeurs doivent travailler avec les missions locales. Et ne venez pas nous expliquer que la région ne donne pas d'argent aux missions locales, puisque oui, mais vous donnez... La réalité, c'est qu'en ouvrant un contre-feu, en expliquant que la région ne donne pas d'argent sur les missions locales, qui n'est pas sa compétence première, vous évitez vous-même de rentrer dans le nécessaire besoin d'amplifier les moyens de l'ensemble des collectivités, notamment de la collectivité en charge des missions locales, c'est-à-dire les communes, et là on parle de la ville de Marseille. Vous n'amplifiez pas les moyens, puisque vous n'êtes pas dans le recrutement. Vous n'êtes pas dans les volets opérationnels. Non, ce n'est pas hors sujet parce que les jeunes majeurs pour lesquels vous demandez au département d'amplifier son accompagnement qui est déjà élargi à l'ensemble des sujets d'intégration sociale, comme il vous a été expliqué par Monsieur Mercier, doivent trouver également un maillage territorial, notamment auprès des missions locales, qui font fortement défaut à l'accueil des jeunes majeurs. Madame Amiel, pour répondre à Monsieur Frot, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais simplement revenir effectivement sur le rapport en lui-même et surtout en préambule vous dire que le département des Bouches-du-Rhône a toujours eu une politique volontariste en matière d'accompagnement des jeunes majeurs. Au 1er janvier 2025, ce sont 1216 jeunes majeurs qui sont accompagnés par le département contre 581 au 31 décembre 2018. Donc on a eu une augmentation de plus de 110% entre ces deux dates. Ensuite, je voudrais donc revenir sur le rapport en lui-même. Le rapport ne mentionne en aucun cas une situation de non-respect du cadre légal ni réglementaire sur des fins de contrat non justifiées. La plupart des recommandations faites par la CRC relèvent plus d'une question de temporalité de mise en place que tout autre problème de fond ou de prise en charge. Je voulais aussi rappeler qu'en 2022, le coût moyen s'élevait à 38 200 € par an pour chaque enfant ou jeune majeur. Et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, Madame la Présidente, depuis 2010, le budget en faveur des mineurs non accompagnés a été multiplié par 8. Donc je pense qu'on remplit pleinement nos obligations. Et simplement juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Madame Djambaï tout à l'heure, ce ne sont pas 200 postes qui sont à pourvoir, mais 130 postes à pourvoir, et que le problème devrait être vu de façon beaucoup plus globale, puisqu'en fait,
effectivement, on a un problème dans le recrutement, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les écoles de formation des métiers sociaux et médico-sociaux ont aussi beaucoup de problèmes de recrutement pour créer et faire des promotions, puisque via Parcoursup, beaucoup de postes d'étudiants ne sont pas pourvus. Et ce qu'il faudrait aussi, et ça vient de l'éducation et des écoles de formation, adapter les formations de ces professionnels-là, comme l'a souligné M. Alvarez, à des problèmes de psychiatrie, des problèmes de prise en charge au niveau familial et médical. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de métiers dans le métiers sociaux et médico-sociaux ne sont pas pourvus par manque de formation en fait, des agents et des personnes. Et oui, malheureusement. Et des problèmes d'orientation également, où beaucoup sont envoyés dans... Et vous avez raison, Madame Giorgetti, problème d'orientation, c'est-à-dire que beaucoup sont envoyés dans des filières qui ne correspondent pas à leur profil et ils s'y sentent pas bien. Donc c'est sûr, je dis régulièrement, hein, si on veut être kinésithérapeute et on se retrouve assistant social, c'est que, bon, si on a voulu être kiné, c'est qu'il y a une raison. Et assistant social, c'est un métier et c'est pas pareil. Et donc il y a beaucoup de désengagement dès la première année. Et ensuite, Madame Giorgetti a entièrement raison, ce sont des métiers qui ne sont pas suffisamment reconnus financièrement, où effectivement, là aussi, il y a du travail à faire au niveau du législateur. Donc ça, on est tout à fait en phase sur cela. Monsieur Frot, juste... je ne vais pas revenir sur ce qui a été excellemment dit par mes collègues, mais les contrats de jeunes majeurs, moi, quand je suis arrivée en 2015, c'était une politique volontariste du département. En 2022, elle est devenue obligatoire par la loi. Entre 2015 et 2022, Madame Amiel vous l'a dit, on formait des jeunes qui avaient vraiment envie d'être formés et qui avaient un projet de vie. Je pense qu'à un moment, nos jeunes, ils sont suffisamment éveillés pour pouvoir avoir la volonté de s'orienter. Donc, on était un département, et moi j'avais été agréablement surpris de le voir, que les jeunes qui avaient envie de s'engager avec un projet de vie, on leur proposait quelque chose. Et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à mon avis, on est pratiquement le seul département à faire. On était un des seuls départements à faire ça. Après, derrière, c'est devenu obligatoire. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on engage des jeunes dans une voie où ils ne veulent pas aller. Et la difficulté, c'est pas qu'ils ne sont pas suivis, c'est certains ne veulent pas se faire suivre. Donc c'est un peu la difficulté du système. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. On abuse toujours d'un système qui, au départ, est bon, et ensuite on dévoie. Donc ce qui leur permet d'être à l'abri pendant 3 ans, ou 4 ans. 3 ans plutôt, jusqu'à 21 ans. Voilà. Donc on ne laisse personne au bord du chemin. La difficulté, c'est que nous, ce qu'on avait demandé par rapport à la loi Taquet, c'est simplement qu'il y ait une motivation du jeune, parce qu'il faut l'accompagner, certes, mais lui-même, vous ne pouvez pas forcer un jeune à faire quelque chose s'il n'a pas envie de le faire. Et donc, la difficulté de la loi Taquet, l'obligation de les mettre dans ces formations et dans ces contrats de projet, comme vous les appelez aussi, eh bien, c'est le fait que ils le font parce qu'ils ont un toit sur la tête et qu'ils ont de quoi manger. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, nous, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revenir au volontariat et aider ces jeunes. Et nous étions précurseur sur ce territoire. Ça avait été mené précédemment par les équipes précédentes, et donc nous l'avons continué, et donc de 2015 à 2022, on n'a pas arrêté ces dispositifs, au contraire, on les a poussés pour que ces jeunes se prennent en charge. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'ils étaient laissés dehors sèchement. Peut-être au niveau national, mais pas au niveau local. Et ça, c'est pas... Nous leur proposions. Après, derrière, on sait très bien que quand un jeune n'est pas volontaire, c'est un peu plus compliqué. Donc, sur le principe, je me permettais de pouvoir rectifier légèrement là. Et si on pouvait éventuellement refaire un système où on met des jeunes qui sont volontaires et qui ont un vrai projet, qui ont une vraie envie d'avoir quelque chose dans la vie, et là, on les aiderait de manière importante. Voilà, ça c'est pour le 6, je vous demande de prendre acte. Madame Julia, vous voulez intervenir sur le 7 ? Oui, 2 mots sur ce rapport, bien qu'il paraisse plus consensuel et je m'en réjouis. Simplement pour préciser que l'éducation artistique et culturelle a pour ambition d'offrir à tous les jeunes un accès plus égalitaire à la culture. 1.
Deuxièmement, c'est une politique publique de la culture que l'on conçoit vraiment en transversalité. Et on a eu l'occasion de travailler avec, bien sûr, l'éducation, la jeunesse, la politique de la ville, la solidarité, la petite enfance, où on était dans les MDS avec vous, Madame la Présidente, pour présenter le premier livre de naissance. Et on a vu à quel point cela intéressait les familles présentes dans cet établissement. La collectivité est donc très volontariste sur ce sujet de l'éducation artistique et culturelle. Et nous avons en projet, et la préparation est déjà très active, de candidater pour le label 100% EAC au niveau du département. Ça veut dire travailler dans nos établissements culturels, nos propres établissements départementaux, nos musées, notre bibliothèque, nos archives, mais aussi en soutenant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'EAC. Vous avez certainement assisté à des conseils d'établissement dans les collèges où la question du pass culture collectif a été évoquée. Cette disparition du pass culture, elle a fortement ému nos partenaires éducatifs parce qu'elle concerne tout ce qui peut se passer avec des classes. Et là, on a tous les enfants qui sont présents et c'est particulièrement important qu'on revienne peut-être pas à la forme actuelle, mais en tout cas à une éducation artistique et culturelle pour tous. Je précise que dans nos collègues de l'éducation ont des dispositifs emblématiques avec le guide des actions éducatives qui concernent au total 73 000 collégiens dans différents dispositifs très intéressant. Enfin, la carte jeune propose non seulement dans le domaine de la culture, mais aussi du sport, 100 € à chaque jeune. Et enfin, on ne se contente pas avec l'éducation et culturelle de travailler sur la tranche d'âge des très jeunes, l'éducation et culturelle étant aussi intéressante tout au long de la vie. Et c'est comme ça que nous allons concevoir ce groupe de travail qui a commencé déjà à réfléchir sur la transversalité et tous les âges de la vie. Merci. Merci. Et on peut applaudir très fortement Madame Julia parce que son action au quotidien avec également ses collègues du sport, puisque ce sont deux compétences qui ne sont pas obligatoires, comme je le dis régulièrement, mais indispensables, fait un travail tout à fait remarquable et je tiens à souligner ce que ce petit livre est magnifique. Si vous avez des enfants entre 0 et 3 ans, n'est-ce pas Madame Deveau, je vous incite à l'utiliser. Parce qu'il a un éveil, hein, n'est-ce pas, Madame Gareno? Tout à fait, voilà. Donc, on l'a nous-mêmes testé à titre personnel, et c'est vrai que sans vouloir forcer les enfants, il suffit de le poser sur une table, et les enfants vont directement sur ce livre-là, parce qu'il a été extrêmement bien choisi, extrêmement bien fait. Sur un travail d'équipe, et donc c'est encore une fois un travail quand on est tous ensemble, mais on avance, on va plus vite, hein. On va pas plus vite, mais on va plus loin en tout cas, et on va moins vite quand on est tout seul. Donc merci Madame Julia sur ce travail que vous faites au quotidien avec vos collègues également dans d'autres compétences qu'on ne met pas justement suffisamment en avant, et c'est vrai que ce rapport permet de le faire aujourd'hui, et voyons aussi, vous êtes autorisé, même si vous ne faites pas partie de la majorité, de pouvoir dire qu'il y a des choses qui sont bien faites, et je pense que celles-là, elles sont particulièrement bien faites, donc je voulais vous en remercier du fond du cœur. Merci à tous et à toutes. Prenez acte de ce rapport. Nous allons passer au rapport financier, Monsieur Morin, donc du 8 au 10. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Rapport numéro 8. Il s'agit du compte-rendu des opérations 2024 de gestion de trésorerie, dette et placement du département des Bouches-du-Rhône et l'organisation de la délégation de pouvoir
qui vous a été consenti et que vous m'avez subdélégué. Ça, c'est le rapport numéro 8. On les votera ensemble, Madame la Présidente, oui. Un par un. Présentez-les, puis on verra si elles... Par contre, on je ne sais pas pourquoi on ne t'entend pas. Alors, si on ne m'entend pas bien, c'est rare pourtant. Hein. C'est rare. Hein. Alors, je recommence. Le rapport numéro 8. Alors, pardon. Non, je pense que c'est le rapport relatif à la gestion de la dette, trésorerie et placement pour le département en 2024 et l'organisation de la délégation de pouvoir à la présidente. Le rapport numéro 9, c'est le compte-rendu à l'Assemblée de l'exercice par la présidente de la compétence déléguée pour le transfert des crédits entre chapitres budgétaires. Bref, c'est un truc très technique. Rapport numéro 10, c'est la fixation des taux de la taxe de publicité foncière et du droit d'enregistrement du département des Bouches-du-Rhône. Ça, c'est un peu plus intéressant, monsieur le directeur général des services, et un peu moins technique. C'est l'utilisation par notre collectivité de la possibilité qui lui a été donnée par la dernière loi de finances de porter à un maximum de 4,5 à 5% le taux en question. En gros, l'État, nous ayant fait les poches à 100%, nous a octroyé le droit d'en récupérer 5%. C'est cette possibilité que nous utilisons. Merci, Monsieur Morel. Alors, sur ces trois rapports, y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Casangian? Oui. Sur le 8. Tout sur le 8? Oui. Très bien. Il n'y a pas d'autres interventions? D'accord, Monsieur Perrin, ok, c'est noté. On est clair. Alors, Monsieur Casangian, vous avez la parole sur le 8. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Nous avons pris connaissance avec attention du rapport sur la gestion de la dette départementale et le constat est à vrai dire très préoccupant. L'épargne brute s'est effondrée en 2 ans, passant de 406 millions d'euros en 2022 à 112 millions en 2024. Dans le même temps, l'endettement par habitant a doublé pour atteindre 1 084 €, soit plus du double de la moyenne nationale. Et ce contexte n'est pas conjoncturel, les recettes de DMTO continuent de chuter, les dépenses sociales poursuivent leur hausse et aucun signal national ne laisse entrevoir une inflexion favorable à court terme. Nous devons collectivement mesurer ce que cela signifie. L'effondrement de notre épargne limite nos marges de manœuvre futures. Et je le dis avec gravité, nous ne sommes pas à l'abri que les baisses de dotation de l'État déjà redoutées ne reviennent à l'ordre du jour. Il est donc de notre responsabilité d'anticiper les conséquences de cette spirale. Que restera-t-il demain pour financer les priorités sociales, éducatives ou écologiques de notre territoire? Madame la Présidente, notre groupe, bien que dans l'opposition, veut ici affirmer une position claire. Nous nous tenons prêts à contribuer à participer à une réflexion sérieuse sur les équilibres budgétaires à venir. Parce que face à l'urgence, il n'y a pas de place pour les postures, mais bien pour une exigence commune de responsabilité. Je vous remercie. Monsieur Morel. Merci Madame la Présidente. Pas mieux, comme on disait dans un vieux jeu télévisé. Votre analyse est incontestable, Monsieur Casangian. Les finances des départements de France sont dans une situation qui ne cesse de se rigidifier, avec une totale absence d'influence sur les recettes, puisque nous n'avons plus la maîtrise, à la différence des communes par exemple, des taux de fiscalité, et que, en revanche, les dépenses ne cessent de s'accroître au fil de la croissance des besoins sociaux et de décisions de l'État non compensées, ou en tout cas non compensées totalement. À cela s'est rajouté, et on me fera crédit encore un peu par rapport au montant de la dette, que je le disais depuis 3 ans, de l'effondrement des DMTO, dû à l'ambiance morose et à l'augmentation brutale des taux d'intérêt. Alors on peut, les spécialistes, mais faut-il croire les spécialistes disent que la situation des DMTO pourrait s'améliorer dès 2025 et en tout cas en 2026. Mais en réalité, on n'en sait rien. Donc il est clair que la situation est difficile, que l'État qui vit à crédit ponctionne les collectivités territoriales. Tout ça
est connu. Et donc, il faut effectivement être particulièrement rigoureux dans la gestion des deniers publics. C'est les décisions que nous avons prises ici avec la présidente depuis l'année dernière déjà, avec la participation de l'ensemble des élus délégués qui ont accepté de limiter les crédits qui leur ont été alloués, faisant chacun des choix difficiles, parce que vous le savez, en tant qu'élu de terrain que vous êtes aussi, c'est toujours difficile de dire non à une association, non à une opération, non à un investissement. Ils l'ont fait et je les en remercie. Nous avons fait également le choix de contraindre l'enveloppe d'investissement. Alors, si on avait écouté les mathématiciens des finances publiques, on serait passé de quasiment 600 millions d'euros à 300 millions d'euros, mais c'eût été déraisonnable à la fois pour l'avenir du département et de ses habitants en termes de développement des équipements publics, et c'eût été également déraisonnable d'assécher complètement le moteur que constitue l'investissement départemental pour les acteurs économiques du département des Bouches-du-Rhône. Et donc, on a, avec la présidente, décidé de faire quelque chose qui soit entre les deux. Je n'ai plus en tête les chiffres, mais on les a discutés lors du budget au mois de décembre de l'année dernière. On doit être aux alentours d'un budget de 500 millions d'euros en investissement, en tout cas en exécution au final. Donc voilà, on est très attentif. On est très attentif également au recrutement. J'ai entendu tout à l'heure qu'il faudrait recruter. On ne peut pas nous dire il y a la dette, attention aux dépenses, et il faut recruter. C'est difficile, et je prends très sincèrement, de façon très intéressée, votre proposition de participer régulièrement à la réflexion sur cet équilibre particulièrement difficile des finances du département dans le contexte actuel, étant rappelé, ce sera ma conclusion d'un propos déjà trop long, que la situation du département des Bouches-du-Rhône n'est évidemment pas une situation originale. Tous les départements de France sont dans une grande difficulté. L'Association des départements de France, au sein de laquelle la présidente exerce des fonctions éminentes, ne cesse d'interpeller les ministres en charge. Un certain nombre de départements dont le nombre ne cesse de croître sont dans une situation, c'est pas pour se rassurer, mais bien pire que la nôtre, hein, au bord de la tutelle ou dans la tutelle pour certains. Voilà, on a essayé de gérer prudemment. On a d'ailleurs pas trop mal fait les choses, puisque vous vous rappelez, en décembre, je vous disais, on a fait quelque chose de prudent, en tenant compte de ce qui s'annonce, mais sans le prendre en totalité. On a bien fait, puisque le gouvernement qui annonçait les choses, 15 jours après, il n'était plus là. Bon, donc on a tout à fait conscience de cette situation dangereuse que vous décrivez. On le gère le plus finement possible, et je prends vraiment comme un encouragement et quelque chose de très constructif votre proposition de participer à la réflexion. Merci, Monsieur Maurenne. Donc juste un petit détail, Monsieur Quinzadjian. Donc, ce sont des rapports où il faut prendre acte. Donc, on va prendre acte. Après, j'aurai quelques mots de conclusion. Alors, c'est un peu. Donc, on prend acte le 8, d'accord. Mais on fait le vote de la délégation de pouvoir. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc, c'est adopté. Voilà. Le 9, on prend acte, et le 10. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition, donc le rapport est adopté. Alors, juste quelques mots, quelques derniers mots sur votre question, Monsieur Quinzadjian. Quand on est arrivé en 2015, effectivement, nous avions constaté qu'il y avait des différences de financement sur le territoire, c'est-à-dire qu'en fonction des communes, il y avait une certaine disparité sur ce qu'on appelait banalement l'aide aux communes. Et donc, effectivement, nous avons rétabli de manière très forte une équité sur la totalité du territoire en fonction de ce que les maires de ce territoire nous ont demandé. Nous avons maintenu les budgets au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau de l'agriculture également, sur des montants
qui sont conséquents, mais effectivement qui ne font pas basculer le budget. Mais nous avons quand même tenu à maintenir ces politiques volontaristes et ces politiques qui ne sont pas obligatoires. Sur le reste après, nous avons fait de la bonne gestion sur l'utilisation de la solidarité en fonction d'un élément qui, pour moi, était un des éléments sur lesquels nous avons été élus, c'est-à-dire l'exigence sociale. C'est-à-dire que la solidarité, elle doit aller à la personne qui en a besoin et non pas à celle qui l'utilise à d'autres fins. Donc moi, c'est très clair. Donc depuis 2015, je n'ai pas changé. C'est ce que nous appliquons. Et effectivement, grâce à une gestion rigoureuse qui est faite au niveau de ceux et celles qui font appel aux aides, eh bien, nous arrivons à obtenir certains résultats. Et surtout, nous avons pu avoir une politique d'investissement et la raison de l'augmentation de notre dette, elle vient de là, c'est-à-dire que nous avons mis des critères et nous avons aidé les communes à investir. Et heureusement que nous l'avons fait parce que je pense qu'au niveau du secteur économique, si nous n'avions pas fait ces investissements pour permettre aux communes de faire des écoles, des rénovations, des stades, des routes, des entrées de villes, il y aurait eu un effondrement du tissu économique sur notre territoire, puisqu'il y a eu non seulement le Covid, compliqué d'en s'en relever, mais après, il y a eu cette augmentation des taux, cette baisse du niveau d'investissement des communes et cette baisse aussi de la construction, notamment de logements. Donc le BTP aurait été bien mal si le département des Bouches-du-Rhône n'avait pas permis à ce que les communes investissent. Alors oui, c'est vrai, ça a été une augmentation de la dette, mais on n'est pas dans une entreprise privée, on n'est pas là pour faire des bénéfices, on est là pour faire partager à nos concitoyens un mieux vivre ensemble. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons effectivement utilisé cet argent pour pouvoir investir sur le territoire. Et je pense que les communes en sont satisfaites et que nous l'avons fait ça fait 10 ans que nous faisons cette politique-là. Aujourd'hui, effectivement, il y a des difficultés sur les modes de recettes, Yves l'a très bien expliqué, où nous avons une différence entre ce qui rentre et ce qui sort. C'est-à-dire, ce qui rentre aujourd'hui, nos recettes, ne dépendent pas de ce qui sort. Donc, déjà, là, non seulement ça ne dépend pas, mais en plus, on nous a levé des marges de manœuvre considérables. Certes, alors, il y a la taxe d'habitation a disparu, tant mieux pour nos populations. La taxe foncière est passée aux communes, donc là, et aux intercommunalités. Donc derrière, ce sont les communes et les intercommunalités qui, pour certaines, ne se sont pas gênées d'augmenter de manière importante leur taux. Et donc derrière, après, nous, on s'est retrouvés avec quoi? Avec un pourcentage de TVA et avec des DMTO. DMTO, on a quand même perdu, en 2 ans, 300 millions d'euros sur les DMTO. C'est quand même des sommes qui sont quand même assez importantes. Et derrière, le pourcentage de TVA, il va avec la situation économique. Quand on est dans une situation économique angoissante, comme je le disais dans mon propos introductif, eh bien, les gens dépensent moins. Et donc, si vous dépensez moins, mais non, on a moins de recettes de TVA. C'est tout à fait mécanique. Et de l'autre côté, on a une augmentation importante de la précarité et on a une augmentation aussi de taux qui nous sont imposés par l'État sans concertation. Et c'est là où on se bat avec Départements de France, où on dit ça suffit. Et donc maintenant, mettez-nous autour de la table pour pouvoir dire stop. Oui, il faut aider les populations, il faut aider celles qui en ont besoin, mais d'ailleurs, il faut entendre aussi ce que disent les départements. Parce que sur le principe, merci d'avoir proposé, donc ça, je vous laisse voir avec monsieur le rapporteur du budget pour pouvoir essayer de voir comment, effectivement, on peut travailler sur quelque chose de plus concret. Nous, on est preneurs de toutes les bonnes idées, hein. Mais derrière, il faut tenir la barque, hein. Aujourd'hui, c'est 15 départements. Hier, c'était 15 départements qui étaient dans le rouge. L'État a rallongé. L'année dernière, c'était 30 départements. Et si on continuait comme ça, c'était 80 départements. Et donc, à un moment, c'est stop. Moi, la seule chose, là où j'alerte systématiquement au niveau des départements de France, nous alertons systématiquement sur le fait que si les départements disparaissent, CQFD, ce qu'on a dit tout à l'heure,
qui est-ce qui va s'occuper de nos populations sur le territoire? Il n'y aura plus personne. Voilà, donc à un moment, je pense qu'il faut arrêter de charger la barque, il faut refaire une gestion beaucoup plus carrée, et je sais que mes collègues, et ce sera mes mots de conclusion, je les en remercie, ont tous conscience que dans chacune des délégations, ainsi que dans l'administration, ce n'est pas open bar, et qu'il faut gérer son budget en étant le plus strict possible pour ne pas défavoriser les populations, mais pour surtout permettre au conseil départemental de continuer à avoir des budgets équilibrés. En tout cas, la politique que nous avons menée depuis 10 ans, écoutez, je pense qu'elle porte ses fruits et j'espère qu'on pourra la continuer longtemps au service de nos territoires et de nos habitants. Voilà, merci à tous et à toutes. Si vous en êtes d'accord, on va se retrouver en commission permanente et après on retrouvera nos invités pour le déjeuner.